Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo qui va terminer l'année, qui va terminer que dirais-je, la décennie même de 2019. Bien sûr, on va passer à 2020. Et donc, pour ce faire, on voulait faire une vidéo particulière avec PA. Et voilà, on va faire un top 10 des événements sportifs les plus marquants de la décennie. Ça n'a pas été simple. On en a parlé un peu en off avec PA. PA ne sait pas du tout ce que moi j'ai mis dans mon top 10 et je ne sais pas du tout ce que lui il a mis aussi. Donc ça va être un peu la découverte. Et du coup on va voir et on va échanger ensemble concernant les places, etc. Voilà. Ce qu'on sait c'est qu'on a un peu mixé les sports, c'est-à-dire que vous n'aurez pas que du foot ou que du tennis ou quoi que ce soit. Vous allez avoir de tout. Mais on accueille Pierre-Antoine. Comment ça va PA? Salut Rémi, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Fin d'année 2019 qui a été plutôt sympathique en termes d'événements sportifs. Tu vas voir qu'il y en a quelques-uns qui ressortent dans mon top 10. J'ai hâte de découvrir le tien. Je pense qu'on va en avoir quelques-uns en commun. Oui. Mais sur 10 ans, c'est vrai que ça n'a pas été forcément hyper facile de faire certains choix. Il y en a d'autres qui se sont imposés tout de suite, que voilà, on n'a pas eu besoin de chercher forcément. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qu'on a été dégotés un peu plus loin. Donc voilà, des événements aussi qu'on aurait aimé mettre, malheureusement, qui ne faisaient pas partie de cette décennie. C'est ça. Donc, On peut en parler. On peut en parler. Il y a le record du monde sur 100 mètres de Usain Bolt, par exemple, qui était en 2009. Voilà, ça c'est un truc que moi j'aurais bien voulu mettre, mais qui n'a pas été dedans. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a quand même le AK de 2007, voilà. Donc ouais, rappel, c'est le AK donc Nouvelle-Zélande-France, c'est ça? Ouais, Ok. voilà, Chabal a qu'une envie, c'est d'en découdre avec les Blacks, et bon. C'est vrai que celui-là, il restera, et si on avait fait sur les 20 dernières années, il aurait peut-être occupé la première place de mon top. C'est vrai. Donc voilà, il y a on pourra peut-être mentionner on pourra peut-être donner quelques mentions honorables. Moi, j'en ai une qui m'est venue direct et que j'ai pas pu caler dans mon top 10. Mais voilà, après c'est une question de choix, c'est aussi très subjectif, hein, d'accord. Ça dépend aussi de ce qu'on regarde comme programme, comme sport et tout. Donc voilà. N'hésitez pas, juste vous, déjà, enfin vous allez regarder la vidéo, mais n'hésitez pas à faire vous votre top 10 et à le mettre en commentaire, parce que ça peut être drôle de savoir si vous, le vôtre, top 10. Alors nous, on va faire un truc un peu détaillé, mais vous n'êtes pas obligé de mettre forcément les détails, vous mettez juste, je sais pas, les matchs, les rencontres, le sport en question, l'événement, quoi, et nous, on se débrouillera, mais mettez en commentaire vos top 10, parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal, et vous allez vous creuser un peu la tête. Bon, il faut commencer. La durée de cette vidéo n'est pas déterminée, donc ça peut être très long comme assez court. Quand je dis assez court, ça peut peut-être durer 1 heure, donc voilà, je sais pas. On verra, on fait un peu à notre guise, c'est la fin d'année, donc on fait un peu ce qu'il nous plaît. La 10e place. Je vais commencer, d'accord? Je vais prendre la parole, et puis ensuite on échangera comme ça, d'accord? Ça sera toi qui commencera, etc. Ok? Ok. Nous sommes le 26 juillet 2019. Donc un événement récent de là où on produit la vidéo, parce qu'on produit la vidéo en étant le 16 décembre 2019. Je sais pas quand sortira cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais là, nous sommes à un événement du 26 juillet 2019. Et qu'est-ce qui se passe au mois de juillet en 2019 en France? Il y a le Tour de France. Et il s'est passé un truc très particulier ce jour-là. Ce jour-là, c'est l'abandon de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Alors, ça peut paraître quelque chose d'anodin, d'accord, aux yeux des gens, etc. Mais je vais expliquer un peu le contexte. On était en appel téléphonique avec PA à ce moment-là. PA ne voyait pas l'étape du jour. Et je lui expliquais ce qui se passait en fait. Et il faut savoir qu'en fait, nous, dans le groupe privé, on avait pris des paris long terme contre Thibaut Pinot et contre les Français de manière globale.
Et on savait que Julien Alaphilippe tiendrait pas sur la distance et le seul qui pouvait nous embêter était Thibaut. Et quand il a abandonné, en fait, ça a été une sorte d'explosion, une sorte d'explosion de joie. Et parce qu'on savait que bah voilà, les bêtes avaient de très très fortes chances de passer tout le reste derrière. Donc voilà, toute la France était sûrement triste de voir Thibaut, sauf nous. Sauf nous et les membres de notre groupe privé très probablement. Donc voilà, c'est un peu ma wildcard, c'est un peu ce que je voulais mentionner. Il couronne aussi le Tour de France en global, d'accord. Je voulais vraiment mentionner le Tour de France 2019 parce qu'il a été fou. Il a été fou en spectacle, en termes de, enfin voilà, il a été extraordinaire. Le Tour, je vais pas y revenir dessus 107 ans, mais il a été dingue et pour moi, ça a vraiment été un événement marquant de ce Tour. Au-delà des victoires de Julien et tout, ce que je voulais sortir, c'était un peu ça, et puis c'est aussi un peu fun de ressortir ça par rapport au contexte. Est-ce que toi, tu as calé l'abandon de Thibaut Pinot dans ton top 10? Si oui, me dis pas à quel ordre. Non? Non, je l'ai pas mis, j'y ai pensé. Ok. C'est vrai que ça a quand même été un événement marquant. Et ouais, j'aurais bien mis un peu de cyclisme dans mon top 10. Il y en aura pas. Je vous spoil tout de suite, il y en aura pas. Ok. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire partie du top 10. Alors moi, j'avais pensé à l'abandon de Thibaut Pinot, ou alors la tourner différemment avec le parcours quand même exceptionnel de Julien. Ouais. Que personne n'attendait. Moi, je l'aurais plutôt tourné sur ce côté-là, mais c'est vrai que l'abandon de Thibaut Pinot nous a ravis clairement. Mais c'est vrai que l'épopée de 15 jours là de Julien a été quand même assez exceptionnelle. Ouais. Craquer. C'est un événement parmi tant d'autres du Tour, mais je voulais, voilà, il fallait choisir un événement et en fait, il n'y avait pas un seul événement qui faisait que Julien, tu vois, avait marqué quoi. C'est-à-dire que Julien n'a pas gagné qu'une seule étape. Voilà, il en a gagné plusieurs, etc. Et voilà. Après, j'aurais très bien pu mettre Julien en maillot jaune, mais le Thibaut Pinot, l'abandon de Thibaut était vraiment, ouais, ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment une journée où ça nous a fait du bien aussi pour notre BK. Donc voilà. Vas-y, dis-moi ton 10e événement, le plus marquant de la décennie. Moi, mon 10e événement, alors c'est un petit événement, pas coup de cœur, mais un peu personnel, parce que c'est un athlète charentais quand même. C'est Renaud Lavillenie, le 15 février 2014 à Donetsk, qui a battu le record de Sergei Bubka, devant Sergei Bubka, en Ukraine, à Donetsk. Voilà, c'est quand même un événement en athlète qui, voilà, le record tenait depuis 1993. Donc c'est quand même une performance assez incroyable. Bubka qui a d'ailleurs toujours le record en plein air. Mais voilà, aujourd'hui, le record appartient à Renaud Lavillenie. Et pour la petite histoire, donc Renaud est charentais et il est né à Barbezieux-Saint-Hilaire. Voilà. Bon, je n'étalerai pas ma vie, mais c'est une ville que je connais très bien. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à la Charente, en 10e position, un événement qui est quand même, pour les athlètes, c'est quand même un événement plutôt marquant. Et en plus, il y a ce contexte, c'est vrai qu'il le fait en Ukraine, devant Sergei Bubka qui était présent ce jour-là dans les tribunes. Sergei Bubka qui avait déclaré après que voilà, il savait que Renaud allait prendre le lead un jour, qu'il allait battre son record. Alors malheureusement, il n'a pas encore réussi en plein air. Ça sera peut-être compliqué maintenant parce que Renaud est un peu sur le déclin. Mais voilà, petit clin d'œil à notre Charente adorée et à Renaud Lavillenie. Ça, il n'est pas rentré, mais il a bien gratté. Hein. Il a bien gratté celui-là, j'y ai pensé, bien sûr que j'y ai pensé, parce que voilà, c'est Renaud, donc cognacé, hein, pour ceux qui savent pas, au-delà de la Charente, mais il a vraiment gratté. Sincèrement, il a énormément gratté, et ça a failli être mon 10e. Voilà. On en a parlé un peu en off, si j'avais clairement un top 15. Hein. Moi, j'avais un top 15 avec pas mal de mentions et tout, mais voilà, il fallait faire des choix et voilà. Et je me suis douté que t'allais le mettre aussi. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai laissé
filer parce que je me suis vraiment douté que tu allais le mettre, donc voilà. Je rappelle, hein, PA n'a pas vu mon top 10, enfin, je le connaît pas, et moi je le connais pas non plus le sien, donc voilà, on s'est pas échangé d'infos. Je lui ai juste dit, vas-y, viens, on fait une vidéo, on fait un top 10 des événements sportifs les plus marquants de la décennie, et voilà, quoi, on a fait ça chacun de notre côté. Ok, pas mal. Pas mal, j'aime beaucoup. On part sur de bonnes bases hein, quand même. Hein. On part sur du Frenchie. Ouais, on part sur. Du Frenchie. Écoute, ben moi je vais. Non, vas-y, c'est à toi. C'est ton œuf. C'est à toi. Mais parce que moi, on va parler encore des Français. Donc, est-ce que toi, tu parles encore des Français dans ta 9e place? Ouais, je parle encore des Français et je vais en parler quand même pas mal dans mon top 10. Ok. C'est vrai qu'on est français, donc ce qui nous fait vibrer, c'est la France, l'équipe de France, les sportifs français, et on va partir donc sur du handball. On en a parlé un peu en off tout à l'heure. C'est vrai que depuis maintenant, depuis 20-25 ans, le handball français domine un peu le monde. De nombreux titres, j'ai pas le palmarès devant les yeux, mais voilà, j'ai voulu en ressortir un événement quand même parce que voilà, c'était le sport où on a gagné le plus de titres clairement, le sport collectif sur ces dernières années. Et c'était en Suède en 2011. C'était une finale de Coupe du Monde face au Danemark. Finale remportée par les Français, donc à la fin. Mais il a eu un contexte, celui-là, vraiment... Alors, il y a eu des finales très accrochées contre les Croates, etc. Mais il y a eu un France-Danemark, donc en finale du Mondial 2011 en Suède. Score final 31 partout. 31 partout, et donc au hand, qui dit match nul, dit prolongation. Prolongation de 2 fois 5 minutes. Et voilà, les Français vont finir par s'imposer 37-35 au terme d'une prolongation très accrochée, avec un dernier arrêt de Thierry Omeyer à l'époque, qui lançait Michael Guigou en contre-attaque, et donc Michael Guigou venait sur le gong, sur la sirène, offrir un nouveau titre mondial à la France. Donc voilà, c'est un petit événement qui m'a marqué peut-être un petit peu plus que les autres, parce que c'est vrai que il y a ce petit... Voilà, en prolongation, tout peut se passer, hein, comme sur une séance de tir au but, peut-être un peu moins, mais voilà, les deux équipes étaient vraiment au coude à coude, et voilà, bon, le dénouement est heureux pour nous, il y a eu des dénouements malheureux aussi dans d'autres sports, etc. Mais celui-là, c'est vrai que il m'a fait vibrer. Voilà. Ok, je comprends. Lui aussi, il a gratté. Lui aussi, il fait partie des 3-4 que j'aurais clairement pu mettre dans mon top 10, mais en fait, comme je te disais en off, je voulais mentionner l'épopée de l'équipe de France masculine de handball, mais j'avais pas de... Ils ont tellement gagné en fait que j'avais pas d'événement précis pour me dire bon bah je vais choisir celui-là et pas un autre. Donc du coup je l'ai pas mis, mais c'était ma mention vraiment principale parce que voilà, on peut pas mentionner la décennie sans parler de l'équipe de France de handball. C'est extraordinaire ce qu'on a fait, et même si je suis pas un adepte de ce sport-là en particulier, toi tu l'es plus que moi. Voilà, je pense que c'est normal qu'on en parle. Ok, et ben moi ça va être une autre équipe de France, mais avec un autre ballon. Il est rond, mais il est orange. On va parler de basket. Moi, on est en Slovénie. On est le 20 septembre 2013. L'équipe de France joue contre l'Espagne donc dans la compétition de l'Euro. Et tu me dis si je me trompe, mais est-ce que tu parlerais pas d'une nouvelle prolongation? Eh ben, alors il n'y a pas eu de... Oui, il y a une prolongation aussi. Il y a eu aussi une prolongation. Un contexte de match, alors je vais remettre dans le contexte. L'Espagne est nos ennemis depuis toujours. Voilà, on n'arrive pas à les gagner. Les mecs sont au-dessus. Ils ont un meilleur collectif que nous. Et à chaque fois, dès qu'on essaye d'aller gagner au mondial, etc., à chaque fois, on les rencontre et à chaque fois, on perd contre eux. C'est pas ce qui s'est passé en 2019 là pour la Coupe du Monde, parce qu'on les a pas affrontés, mais ils ont été champions du monde à la fin, donc voilà, bravo à eux. Mais revenons en 2013 et revenons en Slovénie. Contexte de match assez ouf. Donc on est en demi-finale. Le tour d'avant, donc en quart, on joue les Slovènes chez eux. Et on les bat, mais un peu, on les bat dans la difficulté.
Mais en fait, ce qu'il faut, et c'est là où je voulais aussi en mentionner, parce que maintenant il est à la retraite, c'est Tony Parker. Tony Parker a fait un Euro exceptionnel et a fait une demi-finale de ouf. Et c'est durant cette demi-finale-là qu'il y a le fameux discours de Tony Parker à la mi-temps, où en gros l'équipe de France se faisait exploser à la mi-temps parce qu'ils étaient oppressés dans leur camp, on n'arrivait pas à sortir de notre camp, c'était vraiment, ils faisaient vraiment un pressing tout terrain. Et Tony Parker a remobilisé les siens d'un discours que j'imagine, voilà, si vous l'avez pas vu, allez sur YouTube et mettez discours Tony Parker, vous allez voir, vous allez tomber dessus assez rapidement. Le discours est hyper prenant, hyper, voilà, enfin, personne ne peut être insensible à ce qu'il dit, et voilà, après retournement de situation en deuxième mi-temps, on met des shoots clutch. Et on fait en sorte de redresser la barre et ensuite prolongation. Et en prolongation, c'était juste irrespirable. Voilà, juste tout simplement, c'était irrespirable. À la fin, on gagne la demi-finale avec un Tony Parker qui est le king. Clairement, il était le king sur le parquet. Et on gagne l'Euro derrière. Donc voilà, je voulais mentionner l'équipe de France de basket. C'est pas qu'on a un palmarès extraordinaire, mais cet événement-là particulier, moi j'étais devant ma télé, j'étais avec des amis et tout ce jour-là, et j'ai vraiment vibré, j'ai arrêté de respirer pendant quelques moments. Et l'historique, en plus le fait que Tony soit à la retraite et tout, voilà, je voulais vraiment en parler, je voulais vraiment parler de Tony Parker aussi, parce qu'on oublie que c'est un athlète extraordinaire, et que pour un athlète français de ouf, qui a tout gagné. Et voilà, je voulais parler de Tony, je voulais parler de l'équipe de France, et du coup ça a été le meilleur moyen, cet événement-là a été le meilleur moyen pour qualifier un peu tout ça. Et voilà, je sais que toi, enfin j'imagine que toi il est pas dedans, dans ton top 10, mais je pense qu'il te fera plaisir quand même celui-là. Ouais, ouais, ouais. Et puis comme je te disais, je t'ai parlé de la prolongation parce que moi aussi, celui-là, il a très trotté longtemps dans ma tête et au final, bon, je l'ai pas mis, mais c'est vrai que ce match, je l'avais dans un coin de ma tête. Voilà, j'ai hésité, je l'ai pas mis, ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais. Mais ouais, voilà. Alors, J'y ai pensé aussi. moi c'est mon événement le plus vieux dans la décennie, c'est-à-dire que moi, donc le 20 septembre 2013, il n'y a pas au-delà. Toi, je sais qu'il y a au-delà, donc après, tu nous diras la date, tu nous diras l'event et tout plus tard. Mais voilà, moi, le plus ancien est 2013. Et après, sinon, on est sur quelque chose qui a été assez récent, pardon. Peut-être que ça influe aussi sur mon classement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai vécues aussi récemment. Donc peut-être que, et c'est fort probable même que avec le recul, peut-être que voilà, je ressens plus les choses maintenant que précédemment, mais voilà, cet événement-là m'a vraiment marqué. On va passer à la 8e place cette fois-ci. Et là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis parti sur du football. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais le 8 mars 2017 ? Alors, c'est du football et c'était le 8 mars 2017. Le 8 mars 2017. En mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football, mais il y a un événement en particulier qui est suivi par moult téléspectateurs. Le 8 mars 2017, c'était peut-être un soir de Ligue des Champions ? Peut-être, effectivement, mais pas un jour. Mais c'est un jour très particulier qui a marqué bon nombre de supporters, notamment parisiens. Je vais parler de la remontada, les amis. Alors je sais que ça va être triste pour certains, pendant quelques minutes, mais j'étais obligé de le mentionner. La remontada au Camp Nou de Barcelone, après avoir perdu 4-0 à l'aller, ils gagnent 6-1 au retour pour s'imposer 6-5 en tout. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid qui disait l'autre, et effectivement c'est Barcelone. Mais ouais, franchement, comment ? Alors tout le monde connaît le contexte, etc. Donc je vais être assez court là-dessus, mais tout le monde connaît le contexte. Je pouvais pas ne pas mettre la remontada dans mon top 10. C'est un événement qui a marqué tout le monde, même ceux qui s'intéressent pas au foot savent ce qu'est une remontada, savent ce qu'a vécu le PSG. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, c'est un événement qui est extraordinaire, qui est ouf, qui est fou. J'aurais pu mentionner aussi, mais bon, ça c'était plus tard, c'est en 2005, la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Milan AC, où Milan gagne 3-0 à la mi-temps, il y a 3-3, et puis Liverpool gagne quand même la Ligue des Champions, mais on fait un truc sur la décennie, donc voilà. Mais ça a été dingue, quoi. Voilà. La remontada, c'est un truc qui est, normalement, on ne devrait pas censé revoir.
et enfin d'ici peu, je pense. Et voilà. Voilà. Je sais pas. Tu l'as mentionné toi ou pas? Non, non, non. Ok. J'y ai pensé aussi, parce que bien sûr, ça fait partie des événements marquants. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai d'autres événements de foot qui m'ont marqué. Ok. Ok. Moi, il m'a vraiment marqué. Genre, ça a vraiment été. Enfin, j'ai été choqué, quoi. Voilà. Genre, Ah oui, oui, oui. il y a plein d'autres événements foot, mais celui-là, je pense, va parler à beaucoup de monde et pour moi, m'a vraiment parlé. Et voilà. Après, au niveau de l'ordre, pour moi, je trouve qu'il est bien situé. C'est-à-dire que j'ai d'autres choses après qui me semblent beaucoup plus en avant que ça. C'est-à-dire que voilà, je suis pas supporter parisien, je suis pas supporter barcelonais, je suis supporter d'aucune équipe d'ailleurs. Mais voilà, c'est un événement qui me semble central et qui est hyper important et ce qui a fait que derrière la suite du PSG derrière et la suite de Barcelone avec tout ce qu'on connaît, le transfert de Neymar, etc., etc. Voilà. Je t'écoute pour ta 8e place. Moi, c'était un événement qui a eu lieu tout simplement il y a à peine 15 jours. Ok. À peine 15 jours, le 4 décembre 2019. Le 4 décembre 2019, quel jour c'était? Je ne sais plus. C'était un mercredi. Ouais. C'était un mercredi dans l'Europe du Nord, on va dire en Suède, du côté d'Östersund. Et c'est le quadruplé français au biathlon. Ok, d'accord. Ah oui, c'est. Ok, c'est frais. Ok. C'est très frais, mais c'est quand même. C'est un événement qui n'a pas fait de bruit. Pas tant que ça. Alors que c'est quand même assez exceptionnel ce qui s'est passé. Donc pour rappel, on est sur du biathlon, sur une épreuve qui est l'individuel, donc 20 km. Donc l'individuel, c'est un format avec 4 tirs, 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Une faute égale 1 minute de pénalité. Première individuelle de la saison d'ailleurs, première course. Et donc les Français font premier, deuxième, troisième et quatrième, avec bien sûr le roi, Martin Fourcade, qui monte en plus sur la première marche du podium. On va dire Martin, l'élève, les 3 élèves avec le maître tout en haut. C'est quand même magnifique. Il faut pas oublier que Fabien Claude avait fait 7e ce jour-là, un 5e français. 5 Français dans le top 10. Voilà, le retour de Martin Fourcade à son meilleur niveau pour moi cette saison. À ce moment-là, c'est vrai qu'on l'avait un peu enterré l'année dernière, et j'ai aussi choisi cet événement pour parler du biathlon français qui depuis un peu comme le hand depuis pas mal d'années maintenant domine, on va dire, le biathlon. Alors c'est vrai que y a nos frères ennemis, les Norvégiens qui sont là, il y a aussi les Russes, les Allemands qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a une guerre qui est assez rude entre la France et la Norvège, et ce jour-là, les Norvégiens étaient passés complètement à côté, en commençant par leur leader Johannes Bö. Et donc voilà, moi j'ai voulu mettre en avant cet événement parce que c'est pas tous les jours que sur un sport individuel comme ça, on a 4 Français aux 4 premières places. Il y avait aussi la finale du ski, je sais plus, du ski cross ou quelque chose comme ça, où on avait eu 3 Français qui avaient terminé premiers. Mais c'est vrai que 4, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Alors, je comprends. Maintenant, moi, il n'a pas gratté. C'est-à-dire que c'est un événement que ça n'a pas gratté. Je le voyais mal le mettre dans mon top 10 parce que on est sur une étape de championnat. En fait, si ça aurait été pendant les mondiaux ou les JO, alors là, il n'y a pas de problème. Tu vois. Là, franchement, il aurait été dedans. Mais là, tu vois, on est sur une course, enfin, sur une étape de championnat du monde. Et je me dis que c'est un truc qui, alors, va pas arriver tous les ans, tu vois, mais ça peut arriver une fois tous les 2, 3 ans, et on n'est pas, vu la génération qu'on a, tu vois, c'est pas impossible que ça se refasse, par exemple, même limite dans la saison, tu vois. Et c'est ça qui me dérange un peu, tu vois. Après, je comprends, tu vois, l'événement, le truc est dingue, hein, l'event est ouf, hein, 4 Français, hein, enfin c'est dingue, franchement, on se rend pas compte. Mais c'est juste tu vois, l'événement n'est pas ouf. Si on est au JO, au championnat du monde, il n'y a pas de problème. Je le rentre dedans. Mais voilà. Alors certes, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé ce jour-là,
c'est que ce jour-là, en termes de betting, là, voilà, pour moi, ça avait été assez exceptionnel parce que j'avais fait passer quand même une cote à 20. Une cote à 20 qui était Martin Fourcade gagne et Quentin Fillon-Maillet finit sur le podium. Et c'est vrai que on a vécu cette course ensemble et Quentin Fillon-Maillet a quand même fait 3 fautes ce jour-là. Donc qui dit 3 fautes dit 3 minutes de pénalité sur tout le monde. Martin Fourcade et Simon Destieux avaient fait une faute chacun. Emilien Jacquelin qui finit 4e avait fait 2 fautes. Et c'est vrai que j'avais quand même ce pari en cours et quand on a vu que Quentin avait fait 3 fautes, clairement on s'est dit c'est plié. Voilà. 3 fautes sur un individuel, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire 17 sur 20. Voilà, Martin Fourcade avait tiré à 19 sur 20 sur là. Et Quentin sur les skis avait été assez exceptionnel. Et donc ça m'avait fait passer cette cote à 20. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil au betting que j'ai voulu faire en mettant cet événement. Et au final, ça se goupille bien pour le biathlon français. Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, je l'aurais pas mis. D'accord. Moi j'ai mis un autre événement biathlon, mais celui qui arrive juste après. Mais voilà, je te laisse dire ton septième, et après on reviendra sur le biathlon après, parce que moi j'ai un septième aussi. Mais là par contre, c'est là on va parler des JO après. Mais vas-y, Alors, je te laisse pour ton 7. Mon septième, c'est du rugby. Ok. Enfin du rugby. Et là, c'est pareil, c'est pas un événement qui a été exceptionnel, mais c'est un événement qui m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'en termes de betting, on avait du PLT en cours sur cet événement. C'était au Stade de France, c'était le 15 juin dernier, et c'était la finale du top 14. D'accord. Entre Toulouse et Clermont. J'ai pas cru que t'allais dire celle-là, j'ai cru que t'allais dire celle de 2017. Enfin, voilà, j'ai cru que tu allais donner celle de la finale de la saison 2017-2018 entre Montpellier et Castres. Celle-là fait partie des pires finales. C'est pour ça que j'allais être choqué un peu que tu allais mettre celle-là, donc ok, d'accord. Non, mais donc raison, parce qu'en plus j'étais au Stade de France ce jour-là. C'est vrai que dans le groupe privé, on avait proposé la victoire de Toulouse. Toulouse qui a fini par gagner. En plus de ça, on avait quand même des PLT en cours. Ça allait parce que il nous restait Toulouse et Clermont. Donc au final, c'était une bonne chose. Il me semble qu'on avait mis le Racing avec. Le Racing qui se fait éliminer assez rapidement par La Rochelle. Et donc voilà, moi c'est un événement qui m'a marqué parce que d'abord ça fait passer une belle cote. Il me semble que la victoire finale du Stade Toulousain était autour de 4. On l'avait proposé dans le groupe privé. Et puis on a retrouvé le Stade Toulousain. Alors j'ai envie de dire le Stade Toulousain de Guinovès. Maintenant c'est le Stade Toulousain du Gomola. Mais quelle équipe sur cette saison 2018-2019. C'était quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. 17 matchs sans défaite, il me semble. Voilà, ils perdent en Coupe d'Europe face au grand Leinster, mais sans avoir à rougir. Et puis ils ont vraiment écrasé la concurrence toute cette saison dernière. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil au rugby, parce que voilà, vraiment un plaisir de les avoir vus jouer l'année dernière. Voilà, quand on voit des joueurs qui ont percé comme Colby, etc. Voilà, aujourd'hui tout le monde parle de lui. Il faut pas oublier quand même que c'est le Stade Toulousain qui a été le chercher. Il n'était pas international sud-africain à l'époque. Voilà, pas grand monde le connaissait. Et voilà, c'est eux qui l'ont fait, j'ai envie de dire, éclore aux yeux du grand public. Et donc voilà pour mon 7e événement. D'ailleurs, super concert à la fin de la finale, à noter quand même. Super concert de Big Flo et Oli. Ouais, bon, on n'en parlera pas, mais... Non. Non, c'était une vanne, bien sûr. Ok, moi c'est pas dedans, voilà, je le dis. Il y a pas de rugby dans mon top 10, voilà, il y a pas de rugby, donc voilà. Mais je savais que tu allais en mettre, bien évidemment. C'est là où on voit aussi les différences, parce que bon, bah voilà, APA est beaucoup plus porté sur le rugby.
Moi, je suis beaucoup plus porté sur du tennis, par exemple, donc j'imagine qu'il y aura un peu plus de tennis, et ça va venir, hein, d'ailleurs, que de rugby, donc voilà. J'ai pas d'événements, enfin si, mais tous les événements marquants qui m'ont marqué, moi, au rugby, sont généralement pas dans la décennie, en fait. Donc voilà. Et je suis pas trop touché par les clubs en quelque soit. Enfin, je suis pas supporter de club en fait, donc voilà, à partir de ce moment-là. J'ai un événement que j'aurais pu ressortir, on était ensemble, c'était la demi-finale entre la Racing et le Munster, mais en Champions Cup, en 2017, on était ensemble, on était au stade Chaban-Delmas, il y avait une superbe ambiance des Irlandais, mais tu vois, ça pouvait pas, tu vois, c'est le genre d'event, ça gratte, mais je peux pas le mettre dedans, tu vois, parce que c'est pas, ouais, ça m'a marqué parce que c'était ouf, l'ambiance était dingue, mais c'était plus l'ambiance qui était folle, tu vois, c'était pas le match en lui-même, bon, voilà, il était ok, quoi. Donc voilà. Ok, mais ok, ouais, non, non, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Intéressant. Écoute, moi, bah, du coup, bah, on va repartir sur le biat. Ça sera le seul événement biathlon que moi, je vais mettre. T'as déjà été à Pyeongchang, toi? Non, jamais. Non, d'accord. Eh ben écoute, moi non plus. Mais par contre, Martin Fourcade et la petite troupe qu'il y avait là en équipe de France, eux, par contre, ils y ont été. Et donc nous sommes le 20 février 2018, Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, donc en Corée du Nord. Et je crois, hein, ouais, c'est Corée du Nord, hein, on est d'accord, hein, si, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est Corée du Nord. Donc, nous sommes sur la course du biathlon relais mixte. Je vais dire pourquoi j'ai pris cette course-là en particulier, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. L'équipe de France s'est malmenée par les filles allemandes et italiennes notamment, norvégiennes aussi, mais notamment Allemagne et Italie. Et en fait, grâce donc à Simon Destieux et Martin Fourcade, l'équipe de France fait une remontée extraordinaire dans une course intense et l'équipe de France devient champion du monde, champion olympique pardon, de relais mixte. Ça couronne l'année extraordinaire de sacre ultime qu'a pu avoir Martin Fourcade. Et avec en bonus, donc il est triple champion olympique, français le plus titré au JO d'été et d'hiver confondus, le seul à avoir remporté 3 médailles d'or cette année-là, le 7e gros globe consécutif, hein. Alors ça c'était pendant la saison, mais voilà, je le dis, donc voilà. L'année 2018 de Martin Fourcade a été extraordinaire et ce relais-là est à l'image de lui en fait, où en gros il revient, il gagne quasiment pas tout seul parce que Simon Destieux fait une remontada aussi extraordinaire. Et Fourcade revient et gagne. Il y avait aussi le sprint avec Simon Schemp aussi que j'aurais pu mettre, mais parce que c'était extraordinaire, il était devant et Simon Schemp a failli le régler au sprint. Mais le relais mixte, même l'équipe de France de manière globale, cette année-là, cette épreuve-là, moi, m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment une victoire d'équipe. Et c'était la victoire qui a fait que Martin est vraiment rentré dans les livres d'histoire, les livres des JO, etc. Et il était aussi porte-drapeau pour la Fédération française. Donc voilà, je voulais mettre aussi en avant Martin Fourcade, extraordinaire athlète, un peu à l'image de Tony Marker, qui voilà, les gens qui s'occupent pas forcément de ces sports-là, bah, je le mets en avant pour ceux qui regardent pas le biathlon ou pour ceux qui regardent pas le basket, etc. Voilà, vraiment, Martin Fourcade est un athlète qui devrait être davantage connu. Et voilà, en 7ème, devant la remontada du New Camp. Voilà, c'est beau. Toi, tu l'as pas mis, toi? Non. Ok. Non, j'ai mis quand même déjà un événement de biathlon. Ouais, non, mais tout à fait. Ok. Ok. Bah écoute, moi, il y en aura qu'un seul aussi. Je regarde, je suis pas. Oui, c'est bon, il y en aura qu'un seul. Mais il me semblait important de le mettre et voilà, moi il m'a vraiment fait vibrer. Il y en avait un autre aussi et on était ensemble. C'était le sprint au championnat du monde et c'était Arne Pfeiffer qui avait gagné. Mais ça c'est plus du live betting. Donc je vais pas voilà, c'est plus quelque chose de pas intime mais c'est privé donc voilà. Faudrait que j'explique tout et ça pourrait prendre un peu de temps. Cet événement-là de Pyeongchang parle à tout le monde et voilà. 6e place. Nous sommes à Londres. En 2017, le 8 août 2017, il y avait les championnats du monde de Londres.
Et il y avait une finale qui, pour nous, Français, ne nous intéressait pas trop, jusqu'à ce qu'il se passe un truc extraordinaire. Nous sommes à la finale du 800 mètres masculin, et un petit mec, qui est assez grand quand même, mais un petit mec qui s'appelle Pierre-Ambroise Boss, va faire son nom et va créer sa propre histoire sur une course, clairement. Parce que depuis, malheureusement, il n'a pas de très bons résultats, et avant, il n'en avait pas forcément non plus. Pierre-Ambroise Boss est clairement outsider de la finale de 800 mètres hommes, et il vient à complètement déjouer les pronostics avec une attaque à 300 mètres de l'arrivée dans le virage, et il ne faiblit pas sur la ligne droite, avec des commentaires extraordinaires de la part de France Télévisions, avec une interview exceptionnelle derrière de Pierre-Ambroise Boss qui est complètement... Enfin voilà, ceux qui suivent un peu l'athlétisme savent que Pierre-Ambroise est complètement... Enfin, il est un peu... Voilà, des fois il est un peu lunaire dans ses interviews. Et avec Nelson Montfort, je vous laisse imaginer un peu le bourrier que ça pouvait être. Et voilà, cet événement-là, moi, m'a mis, je vais le dire, hein, m'a mis sur le cul, clairement m'a mis sur le cul parce que personne s'y attendait. Hein. C'est-à-dire que je sais pas combien était coté Pierre-Ambroise, il me semble que c'était au-delà de 20-30. Donc imaginez, sur une finale où il y a 8 mètres qui courent, être coté à 20-30, c'est assez ouf. Et voilà, il a complètement déjoué les pronostics ce jour-là. Et pour moi, ça a vraiment été ouf parce que les commentaires étaient dingues. Enfin, voilà, ça a été assez court. Mais je voulais mettre un peu d'athlé. J'ai un autre événement athlé derrière. Mais cet événement-là a vraiment été dingue. On sait que Pierre-Ambroise derrière a eu des problèmes et tout. Et, voilà, et je pense que cet athlète-là va revenir au haut niveau et va encore essayer d'aller gratter des médailles et tout. En tout cas, j'espère. Et cet événement-là, vraiment, moi, m'a vraiment marqué. Alors, je sais que pour certains, il va pas marquer, mais voilà. Toi, je sais qu'il t'a marqué aussi, un petit peu. Ouais, ça m'a marqué, mais moi aussi j'ai un autre événement attelé, mais j'en parlerai un peu plus tard. Ok, Peut-être qu'on a ok, peut-être. ok. Il est possible qu'on ait Moi, il va pas tarder à arriver. ok, Mais pour l'instant, je suis parti sur ton domaine de prédilection, le tennis. d'accord. Et donc, moi, voilà, tu parlais tout à l'heure de ton event le plus ancien. Moi, je t'en ai parlé un peu en off. J'ai été assez surpris que tu sélectionnes pas cet événement-là. Ouais. On est le 22 juin 2010. Donc voilà, vraiment à la limite de la décennie. Ouais. C'est vrai que c'est un événement, voilà. Mardi 22 juin 2010. Donc un événement tennistique, cours numéro 18. Ah oui, d'accord, ok. All England Club. Ah oui, C'était le ok. premier tour d'un célèbre grand chelem qui se joue sur gazon. Wimbledon pour ne pas le citer, et donc les deux joueurs que sont Nicolas Mahut et John Isner sont rentrés ce mardi 22 juin 2010 à 18h18 sur le court 18. Ça, c'était déjà un petit signe du destin. Ouais, 18h18 j'avoue. sur le court 18. Et ils vont disputer le match le plus long de l'histoire, 11h05. Le match se jouera sur 3 jours quand même. C'est assez exceptionnel, sachant qu'il y a eu 8h11 de jeu juste pour le 5e set, qui s'est fini à 70-68. C'est un score de basket. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour relier ton autre domaine de prédilection, voilà, on dirait un score de basket, mais non, 70-68 dans le 5e set. Et vraiment, ça avait été un combat de titans. Voilà, on se demandait quand est-ce que ça allait finir. Les deux joueurs ont fini vraiment sur les rotules. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment un événement qui m'a marqué parce que voilà, c'est une performance sportive hallucinante. Physiquement, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, John Isner qui avait gagné avait joué dès le lendemain. Je sais plus trop contre qui, mais c'était un Néerlandais de mémoire, et il avait complètement explosé, alors qu'il aurait dû être favori sur ce match. Après 3 jours de match comme ça intense, alors bon, ils se sont arrêtés à la tombée de la nuit quand même pour dormir un peu et manger. Mais c'est vrai que voilà, 3 jours de match entre Nicolas Mahut et John Isner. Écoute, je vais pas.
Je me rappelais plus. Alors, je me rappelais plus de cet événement-là. Alors, je veux pas dire que je me rappelais plus. Bien sûr que je m'en rappelle. Mais ce que je veux dire, c'est que il me semblait pas que c'était en 2010 déjà. Il me semblait que c'était un peu avant. Et je pense pas que je l'aurais mis quand même dans mon top 10. Malgré tout, je tiens à noter que cette performance-là, normalement, elle ne sera plus jamais battue. Pourquoi? Parce que maintenant, les tournois du Grand Chelem impliquent qu'il y ait des super tie-breaks ou des tie-breaks. En gros, que le match se termine dans les temps et heures classiques, quoi. C'est-à-dire qu'on n'échalonne pas sur plusieurs jours. Donc, je pense que c'est une performance all-time, que ça sera jamais battu, parce que maintenant, ben ouais, avec les programmes et la réglementation, je vois mal comment un match pourrait durer autant de temps. Je pense que si ça avait été un Joko Rafa, tu vois, par exemple, et que ça aurait duré autant de temps, je pense que ça m'aurait davantage marqué. Ça m'a moins marqué parce que c'était dans les premiers tours d'un grand chelem, etc. Très probablement, mais oui, c'est un événement de dingue. Franchement, ça aurait été ma 10e place, quoi. Ça aurait pu être ma 10e. J'avoue que voilà, mais je pensais pas que c'était en 2010 et my bad. Franchement, autant pour moi. Mais ok, je comprends tout à fait qu'il y rentre. Par contre, je comprends tout à fait qu'il y rentre. Par contre. Et donc ça, c'est ton 6e, c'est ça? C'est quand même une performance assez hallucinante. Ouais, j'avoue. Ça, c'est ton 6e? Ouais. Comment? C'est ton 6e, ça? C'est ça? Ouais, ok. C'est mon 6e event. Ouais, c'est ouf. J'avoue que. Ok, d'accord. Là, c'est pas mal. 5e événement, bon, sauf si tu veux continuer un peu sur Nicolas Mahut. Non, non, mais c'est vrai que la performance est all-time et franchement, je pense qu'elle sera jamais battue. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'elle sera jamais battue. Ouais, non, je pense exactement la même chose. Je pense que c'est fini. Mais bon, sait-on jamais. On va pas parler trop vite. Les règles changeront peut-être un jour. C'est ça. Reviendront peut-être comme elles étaient. Donc voilà, on sait jamais. Non, puis on a une tendance au jeu écourté. Tu sais, on a une tendance à que le physique prenne vachement le dessus dans le jeu et du coup le fait que tu aies des cours rapides, du coup t'as des points rapides et donc t'as des matchs rapides quoi. Enfin c'est logique, c'est une suite assez logique et du coup je pense sincèrement que ouais non c'est quasi. Franchement je pense que c'est une performance all time et je crois que ça sera jamais battu. Enfin j'ai beaucoup de mal à y croire. Ok, vas-y enchaîne avec ton. Du coup on a dépassé la moitié du top 10. Est-ce qu'on. Attends, on fait une petite pause. On va parler un peu des mentions. Tu vois, en plein milieu, là, comme ça, en plein milieu du truc, on parle des mentions. Ouais. Moi, je voulais parler donc de l'épopée de l'équipe de France masculine de handball. J'avais pas d'événement en particulier. Toi, je sais que tu avais d'autres événements en mention honorable, si t'en as là sous la main. Ouais, alors moi j'en ai deux. Ouais. J'en ai deux qui m'ont vraiment fait vibrer et qui seront pas dans le top 10. Alors, plus pour le côté personnel, il y a ce 64e de finale de Coupe de France entre Angoulême et Auxerre l'année dernière, où voilà, dans un contexte assez compliqué, c'était le 15 novembre de mémoire, c'était aux alentours du 15 novembre, premier week-end des Gilets jaunes. Ah ouais, ok. Donc c'est pas ce qui m'a marqué. Hein, ouais, non, j'imagine. Mais c'est vrai que ça avait rendu l'organisation de ce match assez complexe. Les joueurs d'Auxerre qui devaient atterrir en avion pas très loin d'Angoulême ont été obligés d'atterrir à Limoges, etc. Donc voilà, c'est une histoire un peu particulière. Voilà, vous viendrez en privé si vous voulez un peu les dessous de cette histoire. Mais en plus de ça, Angoulême avait fini par s'imposer un petit but à 0, un but marqué sur corner par un défenseur central. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu la folie, le stade était plein, etc. Ouais. Donc voilà, au niveau émotion, c'était quand même quelque chose d'assez fort. J'étais là en plus, hein. On était là ensemble, je crois. C'est vrai. Ouais, on était ensemble, ouais. C'était assez dingue, ouais. C'était une ambiance de fou, ouais. Exact. C'était assez fou. Ouais. Et après, il y a un événement qui m'a un peu moins marqué, mais je pense que, qui m'a moins marqué. J'ai eu moins d'émotions en tout cas, mais il s'est quand même passé quelque chose ce jour-là. C'était il y a pas si longtemps que ça. J'ai pas la date, étant donné que j'ai pas cherché plus que ça sur cet événement. Mais c'est un match quand même que personne ne fera ressortir, je pense, dans son top 10. Mais c'est le match de Coupe du Monde au Japon entre la France et l'Argentine. Voilà. Alors pourquoi ce match Tout simplement parce que. Quand ça? Ah, à la Coupe du Monde de rugby?
Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Alors pourquoi? Parce que depuis, allez, on va dire 1 an, voire 2 ans avant la Coupe du Monde, voilà, que des critiques envers cette équipe de France, très peu de soutien, euh, beaucoup d'acharnement de la part un peu de tout le monde, hein, des supporters, des médias, etc., etc. Et voilà, cette équipe d'Argentine qui montait petit à petit, qui via les Jaguars avait quand même fait une finale de Super Rugby, etc. Et donc tout le monde nous voyait un peu au fond du seau. Et ce match émotionnellement était compliqué quand même. Parce que voilà, on fait une super première mi-temps avant de s'écrouler sur la deuxième. Il y a cette pénalité argentine qui ne passe pas dans les dernières secondes. Et malgré tout, c'est la délivrance. La délivrance pour les Français qui se sont vraiment battus avec leurs armes pour gagner ce match. Ça n'a pas été facile, psychologiquement, mais aussi physiquement. On les a vus un peu dans le dur en deuxième mi-temps, mais ils se sont battus, ils ont réussi à gagner et à faire taire un peu tout le monde. Et donc, c'était quand même à noter. Voilà, c'était vraiment ce match, hein. Pour rappel, voilà, il fallait vraiment gagner ce match. Et puis après, on était plutôt tranquille pour accéder au quart. Malheureusement, la suite de l'histoire, j'aurais préféré vous raconter, vous parler du quart de finale contre les Gallois, qui a lui aussi été intense niveau émotion. Malheureusement, voilà. Bah, On va pas faut pas mettre de coup de coude dans un maul, quoi, voilà, tout simplement, quoi. Voilà, bon, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, je tenais à mentionner dans Ok, les mentions honorables ok, ok. cet événement parce que voilà, il est quand même important dans l'histoire du rugby, D'accord. dans l'histoire de l'équipe de France de rugby plutôt. Et voilà, c'est peut-être de là que va partir le renouveau après cette Coupe du Monde. Voilà, changement de sélectionneur, certains joueurs ont tiré leur révérence. Et voilà, c'est peut-être le départ d'une belle histoire, je l'espère en tout cas. Tu nous reparleras de Ça, rugby? je vous reparlerai pas de rugby. Ok, d'accord. Bon, ben c'était fini pour le rugby alors. Voilà. Ça marche. Ok, ok. On reprend notre top 10 quand même. On reprend notre top 10. Je crois que c'est à moi, il me semble. Je sais plus. Il me semble que c'est à moi. Oui, c'est à moi, il me semble. Cinquième position. Nous sommes aux États-Unis le 8 août 2019. C'est la finale de l'US Open 2019 entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev. C'est un événement très récent. Comment dire? Quelle finale. Franchement, je vais reparler de tennis hein, après, un peu plus tard dans mon classement, mais quelle finale. 4h51 de combat, victoire en 5-7 de Rafael Nadal. Il menait 2-0, 2-1. Il se fait revenir 2-7 partout. Et dans la cinquième manche, Rafael Nadal mène 3-2. Et Daniil Medvedev break, revient à un rythme de match extraordinaire, une intensité physique hors norme. Daniil Medvedev a été au bout, Rafael Nadal a été au bout, ils ont été au bout d'eux-mêmes. Rafael Nadal qui gagne au bout de sa troisième balle de match dans une ambiance de dingue, avec un contexte de dingue, parce que Daniil s'était mis un peu à dos tout le public pendant la quinzaine de l'US Open. Donc à la fin, Daniil, voilà, c'était un peu clin d'œil avec le public, il a un peu remercié le public et tout, et en disant que voilà, ça lui a donné de la force, le fait de les avoir un peu contre lui et tout. Et franchement, enfin, c'est la finale, alors, ceux qui ne l'ont pas vu, est dingue. Alors ça dure 5 heures, donc évidemment, voilà. Mais un marathon, franchement, pour tous les amoureux de tennis, je vous conseille de voir cette finale si vous l'avez pas vue. Alors c'est bête, je sais pas ce que vous faisiez le 8 août si vous l'avez pas vu, mais il faut absolument la voir cette finale. Elle a été dingue. De toute façon, cette année 2019 en tennis a été assez ouf. J'ai un autre événement en 2019 qui va revenir. Voilà, je spoil un peu, mais c'est pas grave. Mais voilà, cette finale-là a été assez dingue et pour moi, c'est une des plus belles finales de Grand Chelem qu'on a pu avoir dans cette décennie. Voilà. Est-ce que ça fait, D'accord. est-ce que ça fait partie de ton top 10? Non, ça fait pas partie de mon top 10. Ok. Il y aura un autre match de tennis qui va pas tarder à arriver, Ok. qui en fait partie, mais voilà. En C'était 2019? un autre- Comment? En 2019? Non, c'était en 2012.
D'accord. Ok, ok. Ça marche. Je te laisse mentionner ton cinquième choix. Alors mon cinquième, on va revenir sur de l'athlétisme. Je sais pas si toi t'as encore de l'athlé dans ton top Eh 10. ben, ça vient juste après. D'accord. Donc je pense qu'il est possible que potentiellement nous ayons le même. Je te parle de Munich 2014. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Très Non, bien, non, parfait. non, c'est pas le même. Donc Munich 2014, championnat d'Europe de Munich en 2014. On est sur les derniers jours de compétition. Je sais ce que tu vas dire. Quasi- Attends, je sais ce que tu vas dire. J'ai failli glisser. Voilà. Mais comme je te dis, j'aurais fait un top 15, top 20 facilement en fait. Mais voilà, il a fallu faire des choix et voilà. Mais il a failli rentrer. Voilà. Et donc on est voilà, championnat d'Europe de Munich. J'ai pas la date exacte. Mais on est sur le 4x400 mètres femmes. Et ce jour-là, Ah, voilà, les quatre relayeuses, et notamment la dernière, Floria Gay, va effectuer un relais de fou, ah ouais, c'était ouf. de malade mental. Donc elle est quatrième avant de parcourir ses 400 derniers mètres. Il y a eu quelques embrouilles au moment des passages de relais, etc., ce qui a retardé les Françaises. Les trois favorites sont devant. Je sais plus quelle nationalité, il y a une Britannique devant et deux autres filles. Elles ont environ 50 mètres d'avance au niveau du passage du relais. Donc voilà, sur 400 mètres, bon ben, c'est quand même pas rien. Les commentateurs qui étaient à l'époque déjà Stéphane Diagana et Patrick Montel, eh ben, nous disent que c'est terminé. Voilà, que Floria Gay ne pourra pas revenir, que les trois favorites sont devant, qu'elles vont se disputer la médaille d'or et le reste du podium. Et puis voilà, petit à petit, Floria Gay va remonter jusqu'à produire son effort dans le dernier virage, où là, voilà, Patrick Montel nous dit que la Britannique commence à craquer un peu, alors qu'en fait pas du tout. Elle ne craquait pas, elle était un peu dans la gestion de course. Mais la Britannique, on s'en fout un peu parce que voilà, il y a Floria Gay qui va produire son effort sur les derniers 100 mètres et un effort assez violent. Donc elle va produire un effort assez violent, mais les trois autres devant vont là pour le coup vont vraiment craquer. Et donc la France va s'imposer et va donc être championne d'Europe. C'était dingue. J'avoue que cette course-là était assez folle. Il a longtemps gratté. Mais le problème, c'est que j'aurais pu en mettre 5, 5 ou 6 des 10e places, quoi, des wildcards, et du coup, voilà. Mais effectivement, après, les commentaires aussi étaient dingues, quoi. Enfin, vous allez sur YouTube, vous tapez la course et vous verrez, enfin, si vous n'avez pas vécu ça, les commentaires étaient assez dingues et une émotion de fou derrière. Et effectivement, Ouais, c'était vraiment un truc de dingue parce qu'on revient de nulle part sur cette course-là. Et, un peu à l'image de Pierre-Ambroise, quoi. Tu vois, toi, t'as mis ça, moi, j'ai mis Pierre-Ambroise. ouais, Euh, ouais. Tu vois, voilà, c'est. Voilà. Moi, je l'ai mis en 6, toi, tu l'as mis en 5. Bon, bah, tu vois, finalement, c'est plutôt équilibré comme chose. Donc, non, non, mais ouais, franchement, j'y ai pensé, hein. Mais ouais, c'est dur, quoi. Après, il faut nous faire des choix, hein, de toute façon. Enfin, sûrement. Par contre, ça, tu vois, ça, c'est un événement qui risque d'aller dans des top 10 de ceux qui ont envie d'en mettre dans les commentaires, tu vois, par exemple. Ça, par contre, je pense sincèrement que. Alors, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, hein, s'il y a des événements qui. Enfin, j'imagine qu'on a sûrement des événements en commun. Alors, peut-être pas placés dans le même ordre, mais ça, j'ai envie de dire, après, on verra plus tard. Mais, par contre, ça, tu vois, c'est un événement qui a pas mal marqué les gens, je pense. Et parce que ça a quand même beaucoup tourné. En plus, ça date un peu maintenant, c'est quelques temps. Donc c'est 2014, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc non, non, mais ok. Cinquième, je comprends qu'il soit à cette place-là. Écoute, ben moi j'ai de l'athlé, voilà, en 4 aussi, mais voilà. C'est à toi ou c'est à moi? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est à toi. Vas-y, comme tu veux. Ok. Bah écoute, écoute, on va rester sur de l'athlé. Je reviens à Londres. Parce qu'il s'est passé des choses de fou quand même il y a 2 ans à Londres. Je reviens à Londres et là aussi, il y a des pronostics qui ont un peu été déjoués, on va dire. Finale du 100 mètres masculin aux Mondiaux de Londres en 2017. Nous sommes le 5 août, 3 jours avant la victoire de Pierre Ambroise.
Et il y a un trio extraordinaire qui s'affronte. Je remets dans le contexte. Usain Bolt court la dernière course de sa carrière sur cette course-là. Donc autant te dire que je pense qu'il y a un peu de monde devant sa téloche à ce moment-là, tu vois. Je pense qu'il y a, voilà, c'est un peu suivi par tous les passionnés d'athlétisme et les passionnés de sport en général. Usain Bolt va tirer sa redevance, mais avant, faut quand même gagner, quoi. Faut quand même être champion du monde, quoi. Tu vois, ça fait beaucoup mieux, quoi. Si t'es champion du monde, forcément. C'est sûr. En tout cas, tout le monde, tout le monde, enfin, même moi le premier, hein, tout le monde voyait Usain Bolt s'imposer sur sa dernière course, malgré les mauvaises, enfin, les performances relativement correctes mais moyennes qu'il a pu faire tout au long de l'année 2017. Tout le monde s'est dit, le mec s'est préparé pour les mondiaux, il va revenir pour les mondiaux, il va être prêt, il va gagner, et voilà, comme il a fait auparavant. Sauf que le script n'a pas été celui-là. Et nous avons un script qui est assez dingue parce que donc Justin Gatlin gagne la course, devance Coleman et Usain Bolt qui finit donc sur la dernière marche du podium. Gatlin, à la fin de sa course, n'y croit pas, ne sait pas, personne ne sait qui a gagné parce que les trois sont quasiment sur la même ligne, donc c'est assez ouf en plus. C'est pas une course très rapide, cependant, en termes de chrono, mais pour les puristes, hein, je parle. Mais par contre, en termes de suspense, c'était assez dingue. Et Gatlin vient sauter sur la ligne. Il sait pas s'il a gagné. Il sait qu'il a gagné quand il regarde l'écran. Il se met et là, Bolt donc comment c'est fini de courir. Il revient vers Gatlin et Gatlin se met à genoux devant Bolt après sa victoire. Et voilà. Et c'est une image aussi, c'est iconique. Tout le monde, je pense, voit cette image-là dans sa tête où on voit Gatlin qui se met à genoux et on le voit qui après se serre les bras et tout. Et il faut savoir que voilà, Gatlin a été victime de dopage les années précédentes. Et du coup, bon ben voilà, il prend sa revanche par rapport aux années précédentes et c'est un peu le vilain petit canard comme dit Patrick Montiel d'ailleurs dans le commentary. Et voilà, et Bolt dira plus tard que c'est Gatlin, Justin Gatlin, qui lui a permis de maintenir un niveau aussi élevé durant toute sa carrière et d'avoir été au top. Et voilà, et il y a des rivalités dans le sport qui permettent de faire en sorte que ces athlètes-là deviennent de plus en plus forts. Et voilà, et je voulais aussi mentionner le fait que Gatlin et Bolt, après dopage ou pas dopage, ça je m'en fous, ça fait pas partie du top 10, d'accord. Moi je prends la performance en elle-même. Mais voilà, c'est un point d'honneur sur la carrière de Usain Bolt et aussi sur la carrière de Gatlin. C'est un événement qui, moi, m'a choqué. Au tout début de Money Times, qui s'appelait encore Corner 7, on avait fait un live où j'avais commenté cette finale-là, et moi j'avais été sur le cul pendant ce live-là. Donc voilà, clairement je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Et pour moi, Justin Gatlin qui gagne comme ça dans ces conditions-là, c'était assez dingue. Et voilà, c'est vraiment un événement qui m'a marqué parce que je le mets quand même quatrième, tu vois, donc c'est assez haut. Mais voilà, c'est un point dans l'histoire qui est hyper important, je pense, pour moi, voilà, dans l'histoire du sport. Ouais, c'est sympa. Mais il y a eu beaucoup de 100 mètres, c'est sûr que. Ouais. Après les 100 mètres, le truc c'est que voilà, tu peux en énumérer. Moi, celui que je voulais mettre à cette place-là, c'était le record du monde de Bolt, mais c'est en 2009 qu'il a fait, donc je pouvais pas le caler, quoi. Mais sinon, c'est le record du monde que j'aurais mis. Mais voilà, je voulais mentionner et 4, c'est assez haut, mais en même temps, faut faire des choix et ça m'a vraiment troublé, quoi. Ça m'a marqué de fou. Voilà. Ouais, je comprends. Euh, Numéro alors 4. moi, sur mon quatrième, on va parler de tennis cette fois-ci. Et alors là, j'ai vraiment eu des problèmes pour trouver. Il y a eu beaucoup de matchs qui se sont détachés de tous les matchs qu'il peut y avoir quasiment quotidiennement quand la saison est lancée. Mais il y a un match vraiment qui m'est revenu avec une image, et donc c'était en 2012, finale de l'Open d'Australie 2012 entre Djokovic et Nadal. Nadal restait sur 6 défaites de suite contre Djoko. Donc bon, c'est quand même pas rien quand on connaît le talent de Rafa. Et une finale assez dingue.
qui va se finir par une victoire de Djokovic sur le score de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5. Donc en 5-7, au bout de la nuit, le match va se finir à 1h38 du matin. Des breaks dans tous les sens, jusqu'à ce cinquième set où Nadal mène 4-2, 4-2, 35, il a une balle de 5-2, il a 2 balles de 5-2 après, et au final, sur un coup assez facile, sur un passing en revers, il me semble, il la met dans le filet ou dans le couloir alors que le court est grand ouvert. Et au final, c'est Djokovic qui recolle à 4 partout, et puis à 5-5, il finit par breaker. Il écarte une balle de 6-6 avant de s'imposer 7-5 dans ce dernier set. Donc voilà, une bataille vraiment hard. Je sais plus combien de temps ils avaient joué, j'ai pas réussi à retrouver combien de temps. Je sais que ça a fini à 1h38 du matin. Ouais. Et j'ai surtout cette image en tête où vraiment au bout du bout, les deux joueurs sont obligés de s'asseoir sur une chaise pour la remise des trophées parce qu'ils en peuvent plus quoi. Donc voilà, sachant que déjà le premier set qui s'était terminé sur le score de 7-5 pour Rafa avait duré 1h20. On avait eu 36 fautes directes dans le premier set, donc assez catastrophique. Et puis petit à petit cette finale a suivi son cours, mais ouais, une finale assez exceptionnelle. Donc voilà, j'ai voulu ressortir celle-là. Il y avait celle de Federer, Djoko aussi, que tu vas peut-être citer un peu plus tard à Wimbledon cette année. Il y en a eu beaucoup, des Federer, Djokovic, à Roland Garros aussi, il y en a un qui est sympa. Voilà, il y a eu plusieurs batailles, mais c'est vrai que celle-là en particulier était assez waouh. Ouais, je comprends. C'est ma troisième finale de Grand Chelem préférée, donc voilà, celle que tu viens de mentionner. Et je me suis dit le truc, c'est que je vais pas faire un top 10 100% tennis, tu vois. Donc voilà, donc j'ai dû caler deux finales de Grand Chelem, enfin deux finales. J'étais pas obligé de caler deux finales d'ailleurs, mais j'ai calé deux finales de Grand Chelem, mais effectivement c'est pas celle-là. Mais elle aurait pu très bien rentrer. Clairement, c'était un match aussi de dingue. Je crois que ça dure 6 heures, hein. Le match dure 6 heures, enfin c'est un match de fou. Et ouais, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ok, je crois qu'on atteint le podium là. En effet. Je crois qu'on atteint le podium. Je vais te laisser introduire le podium. Et et je sais pas pourquoi, mais il y a un événement que t'as pas mentionné encore et je pense que tu vas nous en parler maintenant. Mais vas-y, j'ai ma petite idée, mais vas-y. Alors attends. Alors moi mon top 3, alors bon, c'est vrai que quand j'ai fait le top 10 et que j'ai repris le classement à la fin pour mettre tous ces événements un peu les classifier, ce qui n'a pas été forcément très facile, je m'en suis pas rendu compte. Et puis je viens de me rendre, enfin, avant qu'on commence, je me suis rendu compte que j'avais mis trois événements de foot. Ouais. Voilà. Les trois événements qui arrivent sont trois événements de foot. On n'a pas parlé de foot encore. Il fallait bien qu'on en parle quand même un peu. Ça non. reste le sport majeur. Bah si, j'ai parlé de la remontada. Ah oui, c'est vrai. Autant pour Il y a la remontada. Mais voilà, le foot, ce sport tant populaire qui commence à être décrié de partout. Voilà, il y a quand même eu cette Coupe du Monde en 2018. Ah, quand même. Je savais que t'allais nous en parler quand même. Il y a quand même eu ce match France-Argentine. Non, bah écoute, on a le même. On a ce match France-Argentine. On a le même à la même position. C'est beau quand même. Le 30 juin 2018. Et là, voilà, je vais juste me taire et je vais vous laisser apprécier. Voilà, donc ça c'était la demi-volée de Pavard sur le centre de Lucas Hernandez. Donc là c'est pas le résultat d'un match, d'une compétition, c'est vraiment cette action là, parce que je pense que on se souvient tous où on était
ce 30 juin 2018, lorsque Pavard a égalisé à 2-2, avant que la France s'impose. Alors bon, j'aurais pu aussi mettre le sprint de Kylian Mbappé ou les autres buts, mais c'est vrai que celui-là, il est quand même assez exceptionnel. Pavard qui était le petit inconnu un peu dans cette équipe de France, autour de toutes ces stars. Et donc il fallait que je le mentionne quand même, parce que c'est un événement qui restera gravé. Je crois que toute notre vie, on se souviendra de cette frappe et de ce but qui nous qualifie. On savait pas encore qu'on allait être qualifié derrière. On s'impose au final 4-2, mais c'est vrai que cette frappe est tout simplement magnifique. J'ai pas grand chose à rajouter, juste à dire que ouais, c'est un match un peu d'anthologie. C'est le match déclic pour moi qui a fait qu'on est passé dans quelque chose où on pensait pas du tout avoir une chance de gagner la Coupe du Monde, et ce match-là a fait que on est passé à une étape supérieure, à une strate supérieure, et c'est un match vraiment déclic. Et les joueurs ont été derrière, ça. Pour moi, c'est ce qui a alimenté l'équipe de France derrière, et c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir l'état d'esprit nécessaire pour gagner. Après, on a eu de la réussite, oui. Mais voilà, ce match a été assez dingue. Et oui, je pense que dans les mémoires de tout le monde pendant 10, 20 ans, 30 ans, tout le monde va savoir, quand on dira frappe de Pavard, on connaîtra le lieu, l'endroit, le match en lui-même. Et voilà. Je vais pas m'étaler davantage, t'en as assez dit, je pense. C'est bizarre qu'on ait le même... on a le même match. Alors moi, c'est pas Pavard en lui-même, c'est le match, mais bon, ça fait partie, donc voilà. Mais c'est bizarre qu'on ait le même événement au même endroit du classement, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est particulier, tu vois, parce qu'on aurait pu dire la finale de la Coupe du Monde, tu vois. Mais finalement, on a dit celui-là. Alors peut-être qu'il va venir après toi, de ton côté, la finale de Coupe du Monde. Mais voilà, moi c'est pas le cas. Hein. Donc voilà. Mais vas-y, Ok. ne dis rien. Je ne dirai. Ok. Deuxième position, médaille d'or de ce classement du top 10 des événements les plus sportifs les plus marquants de la décennie. Médaille d'argent. Médaille d'argent, pardon. Nous sommes en 2019, événement récent, effectivement, t'en as parlé tout à l'heure, tu m'as un peu spoil, la finale de Wimbledon 2019 entre Djokovic et Federer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Victoire en 5-7 de Djokovic en 4h57, cinquième set se terminant pour la première fois avec la règle instaurée à 12-12, le fameux super tie-break, là, quelque chose qu'on ne connaissait pas, on avait un peu hâte, mais pas trop non plus. Donc dans l'histoire du tennis, première fois qu'il y a ce match-là qui se termine, évidemment il fallait que ça soit en finale de Grand Chelem, hein, bien sûr. Première fois de l'histoire qu'un joueur remporte Wimbledon en ayant sauvé au moins une balle de match. Et le plus fort, c'est que Djoko, il en a pas sauvé une, mais il en a sauvé 2 balles de match. Un match, je sais pas, je vous invite à le voir. Juste, j'ai pas de mots pour le décrire parce que c'est ouf. Elle est dingue cette finale. Le niveau de jeu il est dingue ce niveau. On a la célébration iconique de Djoko qui mange le gazon. il s'agenouille et il mange le gazon de Wimbledon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Voilà, vous en ferez. Enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Djoko est peut-être végétarien, peut-être. Hein, voilà. Mais voilà, il arrive, il regarde le public et il mange le gazon de Wimbledon et un match entre deux légendes que j'étais obligé de mentionner à un moment donné, forcément. En plus, ça nous fait passer le PLT sur Wimbledon, donc voilà. Mais au-delà de ça, là, il n'y avait plus du tout. Là, le betting, il était plus du tout là, clairement. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, mais l'équipe de France aussi, hein, du coup, niveau betting, voilà. Ça s'est bien passé pour nous, mais voilà, de quoi? Non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Mais la finale de Wimbledon de cette année était dingue. Franchement, on a eu une année 2019 riche en termes de tennis, en termes de niveau. Et voilà, on a les deux joueurs, pareil, ils étaient épuisés au bout d'eux-mêmes. Et voilà, c'est assez. Voilà, j'étais obligé de mentionner cette finale-là. Après, deuxième place, c'est peut-être un poil haut, mais voilà, il faut faire des choix. Et j'étais obligé de le mettre. Voilà. Ok. Bon. Deuxième place pour moi.
Yes. On va rester sur du foot. Et vraiment un événement aussi qui a marqué le football français. Si je te dis 19 novembre 2013, Stade de France. Contre l'Ukraine. Exactement. Ouais. Exactement. Donc on est le 19 novembre. 4 jours avant, donc le 15 novembre, la France s'incline en Ukraine 2-0 sur un match assez catastrophique où on n'avait pas réussi à marquer. Le but à l'extérieur étant toujours aussi important dans ces matchs-là. Koscielny, qui était à l'époque un des patrons de la défense centrale française, prendra même un carton rouge à la 90e après avoir mis une gifle à un Ukrainien, Yarmolenko de mémoire, mais je suis pas sûr de quoi. Et cet événement-là a beaucoup d'importance. Et voilà. Et donc le 19 novembre, 4 jours après, voilà, la France va s'imposer au Stade de France face à cette même équipe ukrainienne sur le score de 3-0 et ça va nous permettre de se qualifier pour la Coupe du Monde. Premier but de Mamadou Sakho après un coup franc de Valbuena repoussé par la défense. C'est marrant parce que quand j'ai revu les images de ce match, je me dis finalement comme quoi ça tient vraiment à rien des fois un match de foot. On parle souvent des impondérables, etc. Mais ce match, c'était assez incroyable dans le scénario. Ouais. Déjà premier but de Mamadou Sakho. Déjà rien qu'en disant ça, bon bah. Ouais. Ça nous fait penser à Lilian Thuram, quoi, en demi-finale de 98, quoi. Ouais. Et donc c'était un coup franc excentré sur la droite là de Valbuena qui est d'abord repoussé par la défense ukrainienne. Et puis ça tombe dans les pieds de Ribéry là, à l'entrée de la surface à 25 mètres. Tu frappes, c'est repoussé par Piatov qui est toujours là aujourd'hui. Dans les pieds de Mamadou Sakho. Et puis Mamadou qui la pousse au fond pour l'ouverture du score. Et puis ça s'est enchaîné très vite avec à la 29e un centre de Ribéry pour Benzema. Donc là ce centre c'est un peu pareil, c'est un mini cafouillage quoi. Et puis au final il arrive dans les pieds de Benzema qui l'a mis au fond. Mais ce but sera malheureusement refusé pour une position de hors-jeu totalement imaginaire. Voilà. C'est vrai. Alors, en plus. Dans les images, on s'aperçoit que au final, la défense ukrainienne était en train de monter pour jouer le hors-jeu, quand Benzema, lui, faisait plutôt une course vers le but. Il n'y avait pas la VAR à cette époque-là, donc voilà, position de hors-jeu totalement imaginaire, mais le drapeau s'était bien levé. Mais l'histoire s'est bien goupillée puisque 3 minutes plus tard, à la 32e, là pour le coup c'est vraiment ce qu'on peut appeler un cafouillage dans le football. Je pense que voilà, tous les défenseurs ukrainiens ont dû toucher le ballon sur cette action, avec une cheville, un tibia, sans pouvoir se dégager, et au final c'est dans les pieds de Benzema que ça tombe. Et alors que là, sur cette action de mémoire, il était vraiment hors jeu. Oui, il est hors jeu. Voilà, Benzema va permettre à l'équipe de France de mener 2-0. Compensation ou pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est le deuxième but. Et puis à la 71e, retour de Mamadou Sakho. Alors que les Ukrainiens jouaient à 10 sur une action encore une fois très très brouillonne. C'est Mamadou Sakho qui, alors, j'allais dire vient pousser le ballon au fond des filets, mais c'est plus le ballon qui lui rebondit sur le tibia ou sur le mollet, je sais pas trop où, et qui rentre. Et donc, ça permet à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà. Après, ouais, c'est dingue ce truc-là, parce que t'as Mamadou Sakho qui... déjà, enfin, très sincèrement, si Koscielny n'avait pas pris le rouge à l'aller, on a de fortes chances de dire que Koscielny aurait été titulaire et non Sakho, et ça se trouve le script aurait été complètement différent et peut-être qu'on serait pas qualifié quoi. Il y avait encore Kneifna
la période de Kneissner en 2010 qui était encore au-dessus de nos têtes. On s'est dit, voilà, barrage de Coupe du Monde avec ce qui s'est passé avec la main de Thierry Henry. J'aurais pu le glisser ça aussi d'ailleurs. La main de Thierry Henry, je crois que c'était en 2009 d'ailleurs. Mais enfin bref, je veux dire, il y avait encore ça qui est au-dessus de nos têtes et tout. Il me semble, c'était Laurent Blanc, non, qui coachait en 2013 l'équipe de France. Non? Je sais plus. Ou c'était Didier. C'était peut-être Didier déjà un peu, mais bon, peu importe. Je pense que j'aurais dit Didier. Ouais, non, mais c'était peut-être Didier. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que Mamadou Sakho, déjà qui marque, bon, c'est extraordinaire. Qui marque un doublé, c'est extraordinaire. Mais qu'en plus, il est marqué ce doublé-là parce que Koscielny a pris un rouge avant. Enfin, je veux dire, là, c'était assez extraordinaire. L'histoire avec. En termes de betting, le doublé de Mamadou Sakho devait être quand même. Ah ouais, je pense, ouais. Et même l'histoire avec Benzema, où Benzema, il marque le but, il est pas hors jeu et ça siffle hors jeu, et quand il est hors jeu, ça siffle pas hors jeu. Enfin bref, franchement, c'est vrai que ce match est dingue. J'ai pas voulu le mettre parce que je savais que t'allais le mettre, je savais que t'allais le caler quelque part et que je voulais pas faire doublon. Mais il aurait pu y rentrer, très clairement, il aurait pu y rentrer de mon côté. Mais voilà. Mais ouais, non, effectivement, cet événement-là est dingue et qu'il soit à la deuxième place est justement mérité par rapport au contexte du match. Je suis d'accord. Ok. Sachant qu'on avait super bien joué ce match-là et qu'il y avait une ambiance de dingue, mais de dingue au Stade de France. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une ambiance aussi folle comme ça. À noter. Ouais. À noter. Ok. Number one. Yes, number one, l'événement le plus marquant de la décennie. Je pense que moi, quand je vais te dire le mien, tu vas être choqué. Tu risques d'être choqué. Tu vas dire, c'est pas comment tu peux mettre cet événement-là avant la Coupe du Monde, etc., etc. Je te laisse dire le tien ou je dis le mien? Comme tu veux. Bon. Écoute. Nous sommes le 25 mai 2018. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai de chaque année? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, essaye de savoir. Je te donne pas de... Au mois de mai, ouais. C'est le début de Roland Garros. Non, c'est pas Roland. C'est pas Roland. La Coupe du Monde a commencé le 15 juin, donc c'était pas la Coupe du Monde. Non. Au mois de mai... Il me pose une colle. C'était en Italie. Nous étions sur une étape du Giro d'Italia. Donc on va parler de cyclisme, messieurs, dames. Ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens ce que je vais te dire là, mais pour moi c'était exceptionnel. 19e étape du Giro 2018. 184 km. Victoire de Christopher Froome avec une attaque à plus de 80 km de l'arrivée en échappée solitaire. Attaque faite dans le col de Finestre. Il est alors à 3 minutes 22 du leader et maillot rose qui est Simon Yates de l'équipe de Mitchelton Scott. Et sur cette étape-là, il vient prendre le maillot de leader à l'issue de l'étape. Il gagne le Giro 2 jours plus tard. Cette étape-là, les amis, si vous ne l'avez pas vue, c'était sur la chaîne L'Équipe. Donc je fais pas de pub, mais voilà, c'était sur la chaîne L'Équipe. Vous pouvez la voir aussi sur YouTube. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est l'échappée solitaire ou un truc dans le genre. Bref. Et elle traite de cette vidéo, de cette course-là en vidéo, en façon un peu documentaire, et c'est hyper intéressant. Et Christopher Froome, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Faire une échappée solitaire à 80 km de l'arrivée. Le mec, il a fait un Giro les 10 premiers jours où il a chuté 2, 3 fois, 4 fois. Il n'y allait pas du tout, il perdait du temps. Bref, il était à 3 minutes 22. Je veux dire, plus personne ne croyait en lui pour le classement général. Il part à 80 km de l'arrivée après un lessivage de la Team Sky, parce qu'à l'époque c'était encore les Team Sky. Et c'est Kenny Elissonde qui fait le dernier relais. Kenny Elissonde s'écarte et là il fait une attaque. Tom Dumoulin était dans sa roue, il a pas pu y rester quand il a attaqué. Il y avait Thibaut Pinot, il y avait un peu de monde et personne n'a pu l'empêcher d'aller gagner l'étape et d'aller reprendre le maillot de leader. Il reprend 3 minutes 22. Alors Simon Yates a eu une grosse défaillance dès les premières difficultés de l'étape, etc. Une étape extraordinaire que je vous invite à voir, même si vous n'êtes pas forcément spécialiste et passionné de vélo, mais
C'est un exploit dans le cyclisme. Personne n'a fait ça. C'est un truc, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein d'autres exploits dans le cyclisme, mais celui-là est quelque chose d'assez énorme. Je voulais aussi parler de Christopher Froome. Alors oui, dopage ou non, je vous l'ai dit, c'est pas, ça fait pas l'objet de cette vidéo et ça fait pas l'objet de ce qu'on veut parler maintenant. Je m'en fous, il a peut-être été dopé, je m'en fous, peu importe. La performance en elle-même est extraordinaire et Christopher Froome est un athlète extraordinaire que je voulais mentionner et voilà. Après peut-être que dans 5 ans on saura qu'il était dopé jusqu'à la moelle et peut-être que je l'aurais pas mis en première position, c'est même très fort probable, mais peu importe, j'ai envie de dire et voilà. Pour moi c'est une expérience, c'est un événement central du cyclisme qui a fait qu'on a revu toutes les voilà et en fait tout était programmé, faut le savoir, tout était programmé par la Team Sky en termes de watts, en termes de ce qu'ils devaient manger, ce qu'ils devaient boire et tout avait été à l'avance déterminé et la Sky savait vraiment ce qu'elle faisait et Christopher Froome également et voilà et c'est dingue, franchement c'est dingue comme événement sportif. Voilà mon premier choix qui va en surprendre plus d'un je pense. Ouais, moi le premier parce que comment ne pas mettre en première position notre titre de champion du monde? Comment? Ah je comprends. Après tout ce que l'équipe de France a pu traverser, à Naïsna, etc., etc. Et puis cette Coupe du Monde, elle a une histoire parce que c'est 20 ans après. Les scénarios étaient exactement les mêmes en 98, en 2018. Voilà, Deschamps était critiqué pour son jeu, comme l'était le sélectionneur en 98. Enfin, il s'est passé quelque chose. Ce groupe vraiment nous a fait vibrer et la communication de la Fédé sur les réseaux sociaux et tout a fait en sorte qu'on puisse vibrer avec eux. Ils ont ouvert quand même pas mal les portes, etc. Les joueurs ont beaucoup parlé aux médias, etc. Et voilà, on a gagné ce titre. Alors, au niveau du jeu, c'était pas terrible. On a joué avec Olivier Giroud en pointe, et donc ça ne peut pas être terrible. Mais j'ai envie de dire, ça rend le triomphe encore plus beau de jouer avec Giroud en pointe qui marque pas un but. Enfin, c'est comme si aujourd'hui vous prenez un pari avec un handicap, quoi. Voilà. Vous prenez un handicap -1 au foot. Bon, ben là, voilà, c'est comme si on jouait à 10, quoi. Voilà, sur toute une compétition. C'est énorme, c'est énorme. Alors bon, j'ai pas besoin des commentaires des haters en commentaire là en dessous de cette vidéo qui me disent Olivier Giroud, Gigi, Roufou, c'est le meilleur, voilà, on a besoin de lui, sans lui l'équipe de France c'est plus rien. Non les amis, vous pourrez pas me dire ça. Tu vas pas régler tes comptes maintenant là. On ne réglera pas nos comptes maintenant sur cette première place, mais on est quand même champion du monde. Et ça a procuré un tel bonheur aux gens, aux supporters. Vraiment en France, le temps s'est arrêté là, le temps d'un instant. Déjà sur le match contre la Belgique et tout, voilà, dans les grandes villes de France. Moi j'avais la chance d'être à Bordeaux, donc voilà, j'ai pu vraiment ressentir cette joie dans les rues, etc. Et voilà, ça a procuré un bonheur qui est rare en France. Voilà, c'est rare de pouvoir rassembler autant de personnes autour d'une même cause, si ce n'est pour une grève ou pour un gilet jaune. Mais pour un événement comme ça, c'est quand même assez exceptionnel, sans forcément beaucoup de débordements, etc. Ça s'est bien passé, même si les joueurs ont descendu les champs un peu vite. Pour ceux qui y étaient, il y a aussi des raisons, notamment en termes de sécurité, qui ont fait que voilà. Mais ouais, j'étais obligé de mettre notre titre de champion du monde en premier. Ça vient couronner cette décennie qui a été vraiment magnifique en termes de sport. Parce que comme tu l'as dit, on aurait pu en mettre 15, 20 des événements. Il y en a eu beaucoup dans tous les sports. Voilà, aujourd'hui on peut faire quasiment un top 10 dans tous les sports. C'est ça. Peut-être pas dans les sports mineurs, mais on peut trouver beaucoup d'événements qui ont été assez exceptionnels, que ça soit pour l'équipe de France, que ça soit en termes de scénario d'un match, cruel ou non, que ça soit en termes de betting. Enfin, moi, voilà, c'est vraiment 3 critères sur lesquels je me suis appuyé
pour faire mon top 10. Et puis voilà, je reparle de betting. Voilà, ça vient nous valider quand même une belle cote à 10. La victoire de la victoire de la France, pardon, en finale de Coupe du Monde face à la Croatie. Et voilà, il y a cet euro qu'on a perdu. Et voilà, si on l'avait gagné, il aurait peut-être été dans mon top 10, malheureusement. Le poteau on a décidé autrement. C'est ça. Le poteau du Stade de France. Mais voilà, c'était vraiment notre revanche sur cet euro qui a été qu'on aurait dû gagner, voilà. Mais dans le sport, il n'y a pas de vérité, donc malheureusement on ne l'a pas gagné, on l'a perdu. Mais voilà, cette finale face aux Croates, elle était un peu folle aussi, hein. On gagne quand même 4-2. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire dans cette Coupe du Monde que voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai sorti le but de Pavard, mais c'est vrai que waouh. C'est ça. Les clopons de Kylian Mbappé sur toute la compétition, ces matchs de poule compliqués où voilà, on gagne de justesse contre l'Australie, puis contre le Pérou, avant de faire match nul sur le dernier match contre le Danemark. Il y a ce match exceptionnel contre l'Argentine. Enfin, tous les matchs ont été waouh. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, je voulais pas. Je savais que t'allais en parler. Et je voulais pas faire de doublon, tu vois. Donc après, voilà. Je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte que aussi on voit plusieurs événements, et pas que du foot, que du tennis, etc. Donc voilà, faut faire des choix. Je voulais mentionner, moi, mon premier choix, mais la Coupe du Monde, évidemment, c'est un événement marquant pour nous. Et évidemment, j'imagine pour vous aussi. Les amis, n'hésitez pas à mentionner vos top 10, n'hésitez pas à vous creuser un peu les méninges, à vous dire, bon, bah voilà, du 1er janvier 2010 jusqu'à maintenant, essayez de vous dire quel événement sportif vous a le plus marqué. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez nous mettre n'importe quoi. Hein. Ça peut être du curling, ça peut être. On shootera pas de vous. Il n'y a pas de problème. Ça dépend juste de vous, vos plaisirs, vos envies, ce que vous avez, ce que vous aimez dans la vie, etc. Et c'est bien aussi de pouvoir partager. Vous avez vu, nous avec PA, on s'entend très bien, mais on n'a pas tout à fait les mêmes, des fois les mêmes envies, et on regarde pas les mêmes sports non plus. Moi j'ai pas mis de rugby, lui il a pas mis de basket, enfin voilà quoi. Et chacun a un peu le sien, et du coup n'hésitez pas à le mettre parce que je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant, et puis on peut en débattre et tout ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, sera la dernière vidéo de l'année 2019. Il y en aura d'autres évidemment pour l'année 2020, mais voilà, elle va clôturer cette année 2019. Pendant ce temps, les amis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que vous portez bien, que vous soyez en bonne santé. Et puis, faites attention à votre bankroll, surtout les amis. Et puis, écoutez, à la prochaine. Salut à tous.